Pendant plus de 3 décennies, Saddam Hussein a gouverné l'Irak avec un contrôle absolu, imposant l'obéissance par des guerres, la répression et un système de surveillance étendu à chaque coin du pays. Sous son commandement, des offensives militaires de grande envergure ont été lancées, des prisons ont été remplies d'opposants et des purges ont été exécutées, touchant même des membres de son cercle proche. Le pouvoir fonctionnait comme un instrument créé pour garantir sa permanence, soutenu par la violence et la peur. Chaque geste était pensé pour projeter la domination, des statues érigées sur les places aux transmissions officielles qui répétaient son image de manière constante. Le culte de sa personne a atteint un niveau où la loyauté se confondait avec la survie. Cette autorité a commencé à s'effondrer lorsque les troupes étrangères sont entrées à Bagdad en avril 2003. Le contrôle territorial s'est évanoui et les symboles d'autorité ont été renversés devant les caméras. Avec sa chute ont commencé les procès. Est-ce sa brutalité qui l'a mené à sa fin ou la confiance absolue qu'il ne serait jamais vaincu? Enfance entre les balles, l'enfant sans père qui rêvait de Bagdad. Saddam Hussein vint au monde en avril 1937 dans un coin poussiéreux de Tikrit. Son père était mort ou avait disparu avant sa naissance, laissant sa mère veuve avec un autre enfant dans les bras. Au milieu de cette précarité, elle décida de confier le nouveau-né à la famille de son frère. L'enfant fut élevé dans une maison différente, sous la tutelle de son oncle Khairallah Tulfa, un enseignant sans emploi qui avait été expulsé de l'armée après avoir participé à un soulèvement nationaliste. L'ambiance était rude. Le petit grandit entre les cris, les ordres stricts et un récit constant sur des ennemis qui devaient être vaincus. Il n'y avait pas de place pour la tendresse ni les jeux. Sa mère, après s'être remariée, le réclama des années plus tard. L'enfant ne voulait pas revenir, mais y fut contraint. Dans ce nouvel environnement, le traitement empira. Le beau-père lui refusait l'affection, le frappait et à plus d'une occasion tenta de se débarrasser de lui complètement. Saddam s'échappa plusieurs fois et chaque fois, il retourna chez son oncle. La figure de Khairallah devint dominante. À ses côtés, il apprit à se taire, à supporter, à ne pas pleurer. À l'âge de 10 ans, Saddam savait à peine lire. Son environnement familial était pauvre, sa communauté se méfiait de lui, et les enseignants le voyaient comme un jeune homme hostile. Ce fut son oncle qui insista pour l'envoyer étudier à Bagdad. Il réussit à le faire accepter à l'école primaire au sud de la capitale. Le déménagement représenta une rupture définitive avec sa mère et son beau-père. À Bagdad, l'enfant logea chez des membres de sa famille, et dès le premier jour, il montra une attitude fermée et défiante. Il ne parlait pas avec les autres enfants. Il portait un couteau à la ceinture, dormait avec et menaçait de l'utiliser si quelqu'un le dérangeait. Les professeurs remarquèrent son rejet de toute figure d'autorité. Ils le punissaient fréquemment. Saddam ne répondait pas. Il se contentait d'observer. Il apprit à se déplacer sans être vu, à garder le silence, à tout écouter. Les bagarres dans la rue étaient constantes. Chaque fois que quelqu'un se moquait de lui parce qu'il venait de Tikrit, il répondait par des coups de poing. Le jeune homme grandit sous l'égide de l'oncle Khairallah, qui reprenait peu à peu son activité publique après des années de répression. Depuis son exil interne, il continuait de cultiver une haine profonde contre la monarchie hachémite, particulièrement contre le roi Faisal II et ses alliés britanniques. Chaque nuit, il parlait de trahison, de reddition, de décadence. Saddam écoutait sans ciller. Il apprenait à associer les visages des gouvernants à l'abandon, la pauvreté et l'humiliation qu'il avait vécue. Il ne comprenait pas encore entièrement les termes, mais il mémorisait les noms et les dates. Khairallah parlait avec passion, montrait des coupures de journaux, récitait des discours entiers. Saddam parlait à peine, mais son comportement montrait qu'il absorbait chaque mot. Son caractère devenait plus rigide. Il commença à éviter tout ce qui lui rappelait la faiblesse. Il rejetait les marques d'affection, refusait de participer aux activités scolaires, préférait marcher seul dans les ruelles de Bagdad plutôt que de jouer avec d'autres enfants. La violence lui semblait naturelle. À l'adolescence, il a changé d'école plusieurs fois. Son dossier scolaire était discret. Ses notes ne ressortaient pas, mais sa présence se faisait remarquer. Il avait toujours le même geste sec, le même regard fixe. Certains professeurs craignirent de le corriger. Il n'insultait ni ne désobéissait ouvertement, mais son silence était menaçant. Les autres élèves ont appris à l'éviter. Il n'avait qu'un seul ami proche, un jeune homme venant également de Tikrit. Avec lui, il partageait des déjeuners et des conversations sporadiques. Pendant les récréations, il préférait s'asseoir à l'écart.
Parfois, il lisait des pamphlets nationalistes. Son oncle lui donnait des livres marqués de phrases soulignées. Il lui parlait de l'histoire de l'Irak, de ses ennemis, de la grandeur perdue. Saddam prenait des notes. Il ne remettait jamais rien en question. Pendant ces années-là, l'Irak vivait une tension constante. La monarchie maintenait le pouvoir avec le soutien étranger, mais les voix contraires augmentaient. À Bagdad, les rumeurs de conspiration et de rébellion étaient fréquentes. Kayrallah activait des contacts, envoyait des messages, écrivait des proclamations. Saddam observait chaque mouvement. Il ne participait pas encore, mais restait proche. Chaque visite à Tikrit lui rappelait ce qu'il avait laissé derrière lui. Une enfance marquée par l'abandon, une famille démembrée, une figure maternelle distante et un environnement qui ne répondait qu'aux coups. Sa seule structure stable était le discours de son oncle, répété chaque jour avec plus d'intensité. Dans cet univers idéologique fermé, Saddam a trouvé un sentiment d'appartenance. Il a terminé le lycée avec effort, sans se distinguer par ses connaissances ou ses compétences, bien que ses professeurs reconnaissaient qu'il était discipliné, constant et respectait toujours les délais. Il ne manquait jamais un cours, ni ne rendait un travail en retard, et certains le décrivaient comme quelqu'un qui semblait être un adulte piégé dans le corps d'un jeune homme. Vers la fin de sa scolarité, il a commencé à s'intéresser aux livres d'histoire et aux biographies de figures militaires. Il posait des questions sur les campagnes, cherchait d'anciennes cartes et copiait des discours entiers sans que personne ne sache s'il comprenait tout ce qu'il lisait, bien que sa mémoire fût exacte. Il avait des phrases entières archivées et les récitait à des moments inattendus, imitant même les gestes et l'intonation des personnages qu'il admirait. Il ne cherchait pas à ressembler à un étudiant ordinaire, mais à se projeter comme un leader. Son entrée au lycée ne fut pas facile. Il manquait de notes exceptionnelles ou de soutien formel, mais son oncle insista jusqu'à ce qu'il parvienne à lui ouvrir la voie. Dans ce nouveau scénario, Saddam maintint sa routine habituelle. Il parlait peu, agissait avec rigueur et restait à l'écart, bien que pour la première fois, il commença à prendre des décisions par lui-même. Il rejetait les règles qu'il ne comprenait pas et défiait les professeurs, non par intérêt académique, mais par impulsion. Il ne cherchait pas à apprendre, mais à imposer sa présence. Chez lui, il s'isolait pendant des heures, copiant des discours nationalistes qu'il récitait ensuite seul devant le miroir, sous le regard attentif de Kayrallah, qu'il observait avec fierté et une prudence croissante. Il savait que son neveu n'était pas comme les autres. Il ne cherchait pas l'affection, ne créait pas de lien et ne laissait transparaître aucun doute. Très tôt, il commença à être attiré par les récits de luttes armées. Il cherchait des informations sur des figures locales qui s'étaient opposées aux Britanniques, découpait des articles sur les mouvements clandestins et apprenait par cœur les slogans les plus répétés. Sa vision du monde était rigide. Il n'existait que des alliés ou des traîtres. La monarchie symbolisait la corruption, ses ennemis étaient des martyrs. Bien qu'il n'eût pas encore de rôle propre dans ce récit, il s'entraînait déjà à en faire partie. Chaque choix, chaque texte qu'il lisait, chaque geste qu'il imitait, faisait partie d'un parcours qu'il croyait inévitable. Sa biographie personnelle le poussait sans relâche. La disparition de son père, le rejet du beau-père, la sévérité de l'environnement, la dévotion absorbante de l'oncle, le mépris social et la violence constante avaient tracé ce chemin sans lui permettre de déviation. En atteignant la dernière étape de son adolescence, sa figure commençait à être reconnue à Bagdad. Certains l'identifiaient par son caractère silencieux et son origine à Tikrit, d'autres par sa proximité avec les cercles nationalistes. Bien qu'il ne participât pas activement, il assistait aux rencontres, prêtait attention aux discours et posait des questions précises. Personne ne le voyait encore comme un leader, mais tous remarquèrent sa discipline inflexible. Il était toujours présent. Il portait le même carnet, gardait le même visage sérieux, semblait plus âgé qu'il ne l'était. Son oncle continuait à lui ouvrir la voie. Il lui présentait des contacts, lui assignait des lectures, lui enseignait à se déplacer avec prudence. Saddam assumait chaque tâche comme un examen silencieux. Il ne laissait aucune place à l'improvisation. Il observait tout, le notait, le retenait. À la fin du lycée, il ne parlait pas encore de pouvoir ni d'ambition concrète. Il ne mentionnait ni poste ni parti. Il ne faisait que répéter des phrases obsessionnelles sur les trahisons, la grandeur et le sacrifice. Il disait qu'il voulait étudier le droit, non par vocation académique, mais parce que les lois qui pouvaient protéger l'usage de la force l'intéressaient. Sa vie continuait de tourner autour des mêmes éléments.
Une chambre sans ornement, des livres soulignés, des récits sur les ennemis, des journaux choisis et des visites occasionnelles à sa ville natale. L'enfant sans père était devenu un jeune homme qui lisait des biographies de guerre en quête de réponse. Dans tout ce processus, il n'y avait pas de place pour les gestes affectueux, les doutes ni les pauses, seulement une séquence froide et calculée de pas qui le menait vers un destin qu'il ne nommait pas encore, mais qu'il considérait déjà inévitable. Le coup de 63, Saddam émerge entre les ombres. Au début de 1957, n'ayant pas encore atteint 20 ans, Saddam commença à se lier aux groupes clandestins qui faisaient circuler des tracts et discutaient d'idées révolutionnaires dans des espaces clos. Le parti Baas faisait à peine son chemin en Irak, sans structure solide, avec une faible présence militaire et peu de figures stables. À cette époque, le régime de Qassim avait rompu ses liens avec les communistes, ce qui permit aux baasistes de combler ce vide et d'étendre leur réseau dans les zones urbaines. Saddam, fraîchement sorti de la tutelle de son oncle Kayrallah, trouva dans la discipline du parti un refuge face à l'instabilité des rues. À Bagdad, il rencontra Fawzi al-Kaisi, un organisateur de réunions hebdomadaires dans des habitations discrètes, qui l'introduisit à la manipulation des manifestes et à la rhétorique politique du parti. Au début, les cadres supérieurs le regardaient avec méfiance en raison de sa jeunesse et de son manque de formation, mais son obéissance constante, son alignement total sur la ligne interne et sa capacité à agir sans hésiter lui valurent une place au sein du mouvement. Il reçut bientôt des tâches mineures telles que le transport de documents et de tracts, puis des fonctions de surveillance sur des cellules suspectées d'infiltration. Grâce à cette avancée, le jeune homme de Tikrit commença à s'intégrer dans les espaces réservés à la sécurité interne, où des actions plus décisives étaient discutées. 2 ans plus tard, dans les premiers mois de 1959, le scénario politique était devenu plus hostile. Le gouvernement maintenait les baasistes marginalisés, ce qui conduisit des secteurs du parti à organiser un plan pour éliminer Qassim. Les réunions se tinrent dans différentes maisons, avec la participation d'officiers alliés et de figures comme Uday Yassan, responsable des voies d'évasion. Saddam fut choisi pour faire partie du groupe qui exécuterait l'opération. Le plan consistait à intercepter le convoi du chef de l'État dans la zone d'Al-Rachid, à tirer depuis des points stratégiques et à fuir avant que les gardes du corps ne puissent réagir. Le jour désigné, les assaillants se répartirent à l'endroit prévu et ouvrirent le feu lorsque le véhicule apparut. Qassim fut blessé, mais réussit à survivre. Un des agresseurs fut abattu pendant la fusillade et plusieurs furent arrêtés. Saddam, touché par une balle à la jambe, réussit à s'échapper en traversant des ruelles, en changeant de vêtements et en se réfugiant chez des amis. Grâce à un réseau de sympathisants, il fut d'abord transféré à Tikrit, puis vers le nord, jusqu'à traverser la frontière syrienne. Cette évasion silencieuse le transforma en une figure respectée au sein du parti, bien que son nom n'apparaisse pas dans les rapports officiels. À Damas, il fut reçu par des émissaires baasistes qui l'aidèrent à s'installer et communiquèrent à la direction les détails de sa participation à l'attentat. Au milieu des années 1960, alors qu'il était en exil, Saddam fut envoyé au Caire pour poursuivre sa formation, où il entra en contact avec des exilés politiques de différents pays arabes et assista à des rencontres de discussion idéologique. Bien qu'il évitât de parler en public, il gagna le respect de ses camarades pour sa ponctualité, sa disposition à prendre en charge des tâches logistiques et sa manière réservée de se comporter. Lors des sessions du parti en Égypte, il n'occupait pas de postes importants, mais tous savaient qu'il avait directement participé à l'attentat contre Qassim, ce qui lui conférait un certain prestige au sein des cercles de jeunes. Pendant cette période, il entretint une correspondance avec Kayrallah, qui l'informait de la situation interne en Irak et lui transmettait des messages de personnalités proches du parti. Lorsque le régime intensifia les persécutions, plusieurs militants exilés commencèrent à retourner en Syrie, où le Baas s'était renforcé, bien que Saddam préféra rester en Égypte jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour un retour. L'année 1963 marqua un tournant décisif, et en février, après une série de conspirations internes, le parti Baas réussit à prendre le pouvoir en Irak par un coup d'État militaire soutenu par certains secteurs de l'armée. Saddam rentra au pays avec de faux documents et fut immédiatement intégré au nouvel appareil de sécurité, où son rôle, bien qu'encore discret en termes publics, fut essentiel dans la restructuration des prisons politiques.
Il participa aux interrogatoires, rédigea des rapports sur des suspects et aida à réorganiser les archives de surveillance. Dans ce contexte, le parti développa de nouvelles techniques de répression plus systématiques que celles appliquées auparavant, et Saddam démontra une aptitude particulière à identifier les faiblesses dans les déclarations des détenus. Durant cette période, les liens avec des figures comme Hamdani et Alani se renforcèrent, ce qui lui permit de monter rapidement dans la structure interne du système de contrôle. Malgré le succès initial, la situation du parti se détériora rapidement en raison des divisions entre factions militaires, de la méfiance envers les civils baasistes et des luttes pour le contrôle des ministères, ce qui provoqua des tensions croissantes. Saddam, qui n'occupait pas de poste ministériel, fut témoin de ces disputes et adopta une position prudente, évitant les alliances précipitées. Au cours des mois suivants, les communistes commencèrent à se réorganiser et les secteurs nationalistes tentèrent de retrouver leur influence, jusqu'à ce qu'en novembre 1963, les militaires écartent le Baas du gouvernement et restaurent un ordre plus conservateur. Saddam fut arrêté lors des rafles et transféré dans une prison à Bagdad, où il resta sans communication pendant plusieurs semaines. Durant son incarcération, il fut soumis à des interrogatoires qui ne produisirent pas d'aveux pertinents, bien qu'ils marquèrent son caractère. Il ne lui fut pas permis de recevoir des visites et fut maintenu dans des conditions sévères aux côtés d'autres détenus du parti. En 1964, il réussit à s'évader de prison avec l'aide d'un gardien sympathisant. L'opération fut organisée par une petite cellule du Baas qui opérait encore dans la clandestinité. Une fois dehors, Saddam se réfugia dans des maisons sûres et renoua le contact avec les principaux dirigeants du parti. C'est alors qu'il commença à rédiger des documents internes où il proposait des améliorations dans les méthodes d'infiltration et suggérait des structures parallèles pour résister aux futures purges. Cette même année, il fut incorporé au bureau régional du parti, bien que sa présence publique restât minimale. Au lieu de prononcer des discours ou de participer à des meetings, il se consacra à des tâches administratives, organisant des listes de membres fiables, évaluant la loyauté des nouvelles recrues et élaborant des plans de contingence en cas de répression. Vers 1965, l'appareil clandestin du Baas était plus consolidé. Saddam coordonnait le travail de différentes cellules à Bagdad et Tikrit, supervisant les envois de matériel imprimé, les réunions discrètes et les tâches de contre-surveillance. Il maintenait un contact permanent avec Kairallah, qui lui fournissait une couverture politique et des ressources. La confiance en sa capacité opérationnelle grandit tellement qu'il fut désigné pour faire partie d'un comité chargé de réorganiser les canaux de communication avec la Syrie. De cette position, il eut accès à des informations confidentielles sur d'éventuelles alliances futures avec des secteurs de l'armée. Pendant ce temps, son influence augmenta de manière silencieuse, sans occuper de poste visible, mais gagnant en autorité à chaque décision interne. Dans les premiers mois de 1966, alors que le parti tentait de se remettre d'une nouvelle vague de répression, Saddam proposa de restructurer les systèmes de sécurité et d'appliquer des filtres plus rigoureux aux nouveaux membres lors de réunions du comité qui se tenaient dans des appartements discrets et comptait sur la présence de figures clés du parti, qui voyaient en lui quelqu'un de prêt à prendre des risques. Bien que certains le considéraient trop strict, sa capacité à maintenir la discipline interne le rendit indispensable. À mesure que les préparatifs pour un éventuel retour au pouvoir s'intensifiaient, son nom commença à apparaître plus fréquemment dans les rapports internes du parti, bien qu'il ne fût pas encore un visage public ni une figure nationale. Il restait dans l'ombre, tissant des réseaux, évaluant des alliés, consolidant des structures, et tout indiquait que le moment venu, il serait prêt à assumer un rôle différent, bien qu'il ne se profilât pas encore comme l'homme qui occuperait le centre de la scène. Le président de fer, comment il a pris le trône sans tirer. Lorsque la structure du parti Baas a repris le pouvoir en 1968, Saddam occupait une place stratégique au sein de l'appareil interne, mais le visage officiel du nouveau régime était Ahmed Hassan al-Bakr. Durant les premières années, l'image publique du gouvernement a été soigneusement conçue pour projeter unité et autorité, bien que la prise de décision réelle commençait à se déplacer vers des comités plus restreints, où Saddam imposait un rythme différent. Grâce à un contrôle méticuleux du système de sécurité et à une surveillance constante des branches civiles et militaires du parti, il a progressivement délimité le champ d'action de chaque membre, consolidant son influence sans occuper encore le sommet.
Dans les discours officiels, son nom était à peine mentionné, mais dans les couloirs du pouvoir, sa présence devenait de plus en plus difficile à ignorer. Avec chaque réorganisation, avec chaque renvoi discret, son réseau de confiance s'étendait, non par le charisme, mais par une logique qui privilégiait l'obéissance, l'efficacité et l'absence totale de doute. À l'intérieur du parti, les rumeurs se multipliaient concernant des réunions à huis clos, des archives dupliquées et de nouveaux mécanismes de contrôle. Saddam supervisait personnellement les nominations dans les ministères clés, la rotation des cadres aux niveaux intermédiaires et la formation idéologique des jeunes cadres qui montaient rapidement en grade. Le bureau politique cessa d'être un espace de délibération collective pour se transformer en un organe où les décisions arrivaient déjà élaborées, accompagnées de dossiers, de rapports et d'arguments que personne n'osait remettre en question. Tandis qu'Al-Bakr faisait les gros titres et représentait l'État lors des cérémonies officielles, Saddam articulait une structure parallèle depuis le Conseil de commandement révolutionnaire, qui, avec le temps, devint le véritable noyau du pouvoir. De là, sa signature était celle qui définissait les nominations, les décrets et les plans de réorganisation interne. Il le faisait sans éclat, sans geste grandiloquent, mais avec une précision qui annihilait les résistances avant même qu'elles n'apparaissent. Entre 1973 et 1976, les organismes de sécurité subirent une transformation silencieuse. De nouvelles directions furent créées, les agences de renseignement se multiplièrent et des bases de données furent établies, croisant des informations sur les fonctionnaires, les militaires et les dirigeants locaux. Saddam était à l'origine de chacun de ces changements. Les visites surprises dans les bureaux du parti dans différentes provinces devinrent une pratique courante. Sa présence inopinée déconcertait les secrétaires régionaux, qui savaient qu'une erreur, une hésitation ou une omission dans leur réponse pouvait se traduire par une destitution immédiate. Ces tournées ne consolidaient pas seulement son autorité, mais lui permettaient également de mesurer le niveau de discipline à chaque niveau de l'appareil. En parallèle, sa figure commença à occuper une place plus visible dans la presse officielle. Des articles, des photographies et des reportages le présentaient comme un défenseur des valeurs révolutionnaires, un organisateur infatigable, un architecte de l'unité. La transition vers le centre de la scène ne fut pas abrupte, mais elle fut constante. Vers 1977, les signes que l'équilibre interne était en train de changer étaient déjà difficiles à dissimuler. Al-Bakr, bien que toujours formellement aux commandes, se montrait de plus en plus absent des réunions décisives. Les communiqués du parti commençaient à citer plus fréquemment les déclarations de Saddam, et les rapports sur les projets nationaux étaient présentés par ses proches. Lors des sessions du Conseil, c'était lui qui présidait les tables, distribuait les documents et définissait l'ordre du jour. Les discours des autres étaient brefs, presque cérémoniels, tandis qu'il s'étendait pendant des heures, exposant des directives, révisant des rapports et corrigeant des erreurs d'un ton constant qui n'avait pas besoin de s'élever. Sa méthode annulait toute marge d'improvisation. Chaque intervention était étayée par des données, chaque décision incluait une argumentation précise et chaque mesure répondait à une séquence préalablement organisée. Durant le premier semestre de 1979, le rythme s'accéléra. La santé d'Al-Bakr se détériora de manière visible, ce qui facilita les mouvements de Saddam, qui, lors d'une série de rencontres privées, lui exposa la nécessité d'une transition ordonnée, sans conflit ni divisions internes, lui présentant des documents qui soutenaient l'idée d'une succession planifiée, signée par les principaux organismes du parti et lui assurant continuité, stabilité et reconnaissance historique. La pression fut discrète mais ferme. Finalement, le 4 juillet 1979, Al-Bakr démissionna officiellement. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, Saddam apparut serein avec un discours qui exaltait l'unité et la loyauté envers les principes révolutionnaires et l'héritage de son prédécesseur, sans mentionner de conflit, sans faire de promesses ni élever la voix. Il fut proclamé président à l'unanimité dans une atmosphère soigneusement préparée pour projeter la normalité. Quelques semaines plus tard, l'une des manœuvres les plus percutantes de son ascension se produisit. Le 22 juillet de cette même année, le parti convoqua une réunion extraordinaire à Bagdad, avec les principaux dirigeants nationaux et régionaux cités à la salle du commandement central. Les caméras étaient allumées, les microphones distribués, les rangs organisés par hiérarchie.
Saddam, déjà chef d'État, prit la parole et annonça qu'une conspiration interne avait été découverte. Il sortit une liste de noms, certains d'entre eux avec des décennies au sein du parti, d'autres récemment promus, et les accusa de trahison, de contact avec des puissances étrangères, de mettre en péril la stabilité du pays. Son ton n'était pas exalté, mais chaque mot portait un poids qui paralysait les présents. Un à un, les personnes désignées furent contraintes de se lever, d'être escortées par des gardes, de sortir sans prononcer un mot, tandis que ceux qui restaient à leur côté ne savaient pas s'il fallait applaudir ou garder le silence. Personne ne demanda d'explication, personne ne contesta les documents, personne ne revit les expulsés. Cet événement marqua un avant et un après. Les images furent diffusées à la télévision nationale, éditées avec soin, répétées pendant des jours. La scène de Saddam nommant des traîtres, exigeant une loyauté absolue et regardant chaque membre avec une intensité que personne n'osait soutenir, resta gravée dans la conscience collective du parti. À partir de ce moment, les purges cessèrent d'être secrètes et devinrent des actes publics, des leçons enregistrées. Les membres savaient que tout signe de doute ou geste ambigu pouvait être interprété comme de la déloyauté. Les réunions cessèrent d'être des espaces de discussion et devinrent des actes de confirmation, où chaque intervention devait renforcer ce qui avait déjà été dit. Dans ce climat, la figure de Saddam commença à s'étendre au-delà des organes formaux. Les comités du parti reçurent l'ordre de réorganiser le fonctionnement interne. Les canaux de décision furent centralisés, les procédures épurées et les critères de communication institutionnelle modifiés. Les publications officielles commencèrent à refléter avec précision la structure hiérarchique, évitant toute ambiguïté dans les messages. Les revues priorisaient les rapports du Conseil de commandement révolutionnaire, les communiqués du bureau politique et les réunions avec les délégations étrangères. Il ne s'agissait pas d'une campagne d'image, mais d'un ajustement intégral qui consolidait le noyau dirigeant comme unique référent opérationnel au sein de l'appareil d'État. Dans les mois suivants, la surveillance devint plus rigoureuse. Chaque ministère disposait de délégués du parti qui rapportaient directement à son bureau. Les rapports hebdomadaires sur l'efficacité, la discipline et l'attitude idéologique devinrent des documents clés. De nouveaux comités d'évaluation furent établis qui croisaient des données sur les déclarations publiques, le comportement administratif et les liens personnels. Tout désajustement, aussi minime soit-il, pouvait activer une révision complète. Dans cet environnement, les réunions commencèrent à ressembler à des actes théâtraux où chaque geste devait être aligné avec la volonté du leadership. Saddam assistait à beaucoup de ces sessions en personne, prenait des notes, écoutait sans interrompre et donnait ensuite des instructions précises qui étaient exécutées immédiatement. Personne ne savait si sa présence était un signe d'approbation ou un prélude à une enquête, et cette ambiguïté faisait partie de la méthode. À la fin de 1979, le parti n'était plus un collectif de cadres idéologiques, mais une machinerie orientée vers une seule figure. La discipline se confondait avec l'obéissance, la stratégie avec l'exécution, l'initiative avec la fidélité. Saddam n'eut pas besoin de dissoudre des structures ni d'imposer des décrets exceptionnels. Il suffit d'observer, de sélectionner, de déplacer et de remplacer. Chaque mouvement fut calculé, chaque geste mesuré, chaque mot évalué avant d'être prononcé. Ainsi, sans avoir tiré une seule balle, sans déclarer une révolution ni altérer la Constitution, il s'assit sur le trône du pouvoir absolu. La guerre infinie, Saddam contre l'Iran de Khomeini. Le haut commandement de Bagdad passait des semaines à analyser des cartes, des chiffres et des positions. Saddam Hussein, n'ayant plus de rivaux au sein de la direction, estimait que le moment était venu. Avec la révolution islamique désorganisant encore les rangs du régime iranien et la purge de l'armée perse en plein développement, la frontière orientale semblait affaiblie. L'Irak décida alors d'ouvrir une offensive qui ne fut pas présentée comme une invasion, mais comme une réponse préventive. Le dosage de gestes autoritaires qui dominait déjà le style de Saddam fit place à une stratégie de guerre ouverte. Sous des ordres directs, des chars, de l'infanterie et de l'artillerie furent mobilisés vers la ligne de démarcation, traversant le Chat al-Arab dans le but d'occuper un territoire clé du sud iranien. L'opération fut conçue pour être rapide, mais l'avancée stagna après quelques semaines. Le terrain était hostile, le climat asphyxiant et les combattants iraniens commencèrent à organiser des contre-attaques de grande intensité.
La campagne que l'on croyait courte se transforma en un bourbier guerrier qui obligea à étendre la mobilisation pendant des années. Alors que la propagande montrait Saddam comme un leader ferme, le front se fragmentait et les lignes défensives changeaient de main maintes et maintes fois. Les villes frontalières irakiennes furent renforcées et transformées en tranchées de résistance. Le commandement militaire, qui avait lancé l'offensive avec confiance, commença à appliquer des mesures extrêmes pour maintenir la discipline. Des centaines de soldats furent exécutés pour s'être retirés sans permission. Saddam prenait chaque décision avec froideur, sans accepter de critiques internes. Il ordonna l'utilisation d'armements non conventionnels à plusieurs points du front, y compris des attaques chimiques dans des zones rurales habitées par des civils. Les images n'atteignirent pas la télévision, mais circulèrent parmi les diplomates et les agences internationales. Malgré la pression, le régime nia systématiquement toute implication. À mesure que le conflit se prolongeait, Bagdad reformula sa narration. Il ne s'agissait plus d'une correction de frontières, mais d'une défense contre l'expansion religieuse du régime chiite. Saddam construisit un discours où il se présentait comme le protecteur du monde arabe laïque face au fanatisme clérical de Téhéran. Cette nouvelle justification alimenta les discours officiels, qui étaient diffusés quotidiennement par radio et presse écrite. Le dirigeant non seulement renforça son image, mais doubla son contrôle sur les cadres internes. Les officiers qui manifestaient des doutes étaient écartés, et les commandants qui exécutaient les ordres avec rigueur recevaient des promotions fulgurantes. L'appareil de sécurité continuait de fonctionner, désormais également axé sur la surveillance du moral de l'armée. Des milliers de nouveaux soldats furent recrutés parmi des jeunes sans expérience, et la formation de base fut remplacée par une instruction accélérée orientée vers le combat immédiat. Pendant les années suivantes, le front muta en une ligne de mort qui s'étendait sur plusieurs centaines de kilomètres. La zone occidentale du territoire iranien fut bombardée sans interruption, et le régime de l'ayatollah Khomeini répondit par des vagues humaines dans lesquelles des milliers d'adolescents furent envoyés pour avancer sur des champs de mines. Bagdad augmenta sa production de projectiles et renforça sa flotte aérienne avec des achats urgents. Les dépenses militaires dépassèrent le budget prévu et l'on recourut à des prêts et à des alliances ponctuelles pour maintenir la machinerie opérationnelle. Saddam apparaissait fréquemment en uniforme, visitant des hôpitaux et des tranchées, toujours entouré de caméras. Ses paroles étaient brèves, mais les images parlèrent pour lui. La télévision d'État diffusait constamment des scènes de soldats acclamant son nom, tandis qu'à l'arrière se multipliaient les enterrements sans cérémonie. Vers 1984, les rapports du commandement militaire commençaient à révéler une stagnation irréversible. Malgré l'utilisation massive d'hélicoptères et de véhicules blindés, il n'était pas possible de sécuriser des positions clés. Les contre-attaques iraniennes s'intensifiaient et la population civile commençait à souffrir plus durement. Plusieurs villages frontaliers furent complètement dévastés et les déplacements internes atteignirent des chiffres inédits. Les canaux diplomatiques furent activés discrètement, mais aucune des parties ne semblait disposée à reculer. Saddam insistait sur le fait que la victoire était possible, bien qu'en privé il analysait déjà des scénarios de confinement. Au cours des années suivantes, le recrutement forcé s'accéléra et l'utilisation de milices locales sous le contrôle du Baas fut étendue, tandis que le système éducatif était restructuré pour endoctriner les nouvelles générations dans un récit de résistance épique et les médias omettaient toute référence à la fatigue ou à l'usure. En 1986, les rapports internes faisaient état d'une usure notable dans les rangs, accompagnée d'une chute abrupte des niveaux de production industrielle. Les restrictions imposées de l'extérieur commençaient à affecter les ressources essentielles et Saddam ordonna des mesures directes pour neutraliser tout signe d'instabilité. Les contrôles sur les centres éducatifs furent renforcés et des fonctionnaires aux positions ambiguës furent identifiés et écartés sans procédure formelle. Du bureau central, une narration unique fut promue dans laquelle les bulletins de guerre étaient modifiés avant d'être diffusés, accompagnés de musique martiale et de phrases soigneusement sélectionnées. Le leadership était présenté comme le seul garant de la continuité, mais malgré l'insistance officielle, dans certains secteurs de l'armée, il était déjà reconnu que le conflit s'était enlisé. L'offensive avait perdu sa direction, et le front se transformait de plus en plus en une ligne immobile. Au cours des premiers mois de 1988, la situation était intenable. Les pertes s'accumulaient, les réserves logistiques diminuaient et les signes d'épuisement étaient visibles à tous les niveaux.
Saddam prit la décision d'accepter une issue négociée, et l'annonce ne fut pas présentée comme un retrait, mais comme une victoire tactique qui consolidait la souveraineté du pays. Les communiqués officiels parlèrent de résistance, de fermeté et d'unité, tandis qu'en interne, les structures militaires étaient réorganisées pour éviter les fuites. Le nombre de morts ne fut pas publié, bien que les organisations internationales estimaient des centaines de milliers entre les deux camps. Bagdad ne permit pas d'évaluations externes, et toute documentation pertinente fut classifiée. Le conflit se termina sans cérémonie, sans procession ni discours grandiloquent. Le pays avait survécu, mais à un coût qui marquerait les décennies suivantes. Saddam, qui avait commencé la guerre comme un leader sûr et en plein contrôle de l'appareil d'État, émergeait maintenant comme un dirigeant endurci par l'expérience. Son style de commandement s'était consolidé au milieu de la tragédie et le contrôle sur les forces armées devint absolu. La guerre contre l'Iran n'avait laissé ni héros individuel ni victoire claire, mais elle avait renforcé le culte de sa figure et le pays entrait dans une nouvelle étape sans savoir qu'un autre affrontement plus médiatique était sur le point d'arriver. Le butin du désert, invasion et pillage du Koweït. Au début de 1990, alors que les sanctions pour la dette envers les pays arabes ne cessèrent pas et que l'économie interne subissait les ravages d'une guerre sans profit, Saddam Hussein concentrait son discours sur l'idée de trahison et de conspiration. Lors de réunions répétées avec de hauts responsables du parti, il insista sur le fait que certaines puissances du Golfe avaient délibérément saboté la stabilité économique de l'Irak. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit pétrolier, selon lui, mais d'une agression politique dissimulée, et de son entourage le plus proche était promue l'idée que la seule façon de restaurer le leadership irakien était de punir les responsables. Au cours de ces semaines, le nom du Koweït commença à être mentionné avec une fréquence croissante dans les rapports internes et dans les discours publics. Pendant des années, le récit du régime soutenait que le Koweït n'était qu'une portion artificiellement séparée du corps national irakien, un héritage d'accords coloniaux injustes. À cela s'ajoutaient les accusations techniques contre la monarchie koweïtienne, désignée pour extraire du pétrole de manière subreptice depuis des champs partagés à la frontière. Le gouvernement irakien alléguait que ces puits étaient drainés de manière délibérée et que cette action était, en termes pratiques, une agression économique. Saddam profita de cet argument pour justifier une posture de plus en plus menaçante. Lors de conférences avec des journalistes arabes, il laissa entendre que sa patience avait des limites et dans une de ses déclarations, il affirma que ceux qui agresseraient l'Irak devraient en payer le prix. Parallèlement, les réunions diplomatiques entre les deux gouvernements échouaient et les offres de médiation furent interprétées par Bagdad comme des manœuvres dilatoires. Selon les registres du cercle de Saddam, sa décision était déjà prise. Les unités de la garde républicaine commencèrent à se mobiliser vers le sud en complet silence. Il n'y eut pas d'annonce préalable et seul un nombre limité de commandants était au courant de l'objectif final. Pendant les derniers jours de juillet, tandis que les négociations avec les délégations koweïtiennes étaient toujours en cours, les convois de chars s'alignaient déjà en des points stratégiques le long de la frontière. L'opération fut conçue comme un mouvement éclair, sans marge de réaction pour les forces ennemies. À l'aube du 2 août, les troupes traversèrent la ligne qui séparait les deux pays et en l'espace de quelques heures s'emparèrent des points névralgiques du petit émirat. Les défenses koweïtiennes ne résistèrent pas à l'avancée et la famille royale s'échappa vers l'Arabie saoudite. À midi, les rues de la capitale étaient sous contrôle militaire irakien et les images de soldats hissant des drapeaux sur des bâtiments publics furent transmises sur les chaînes d'État irakiennes comme preuve du contrôle immédiat. Saddam apparut le même jour à la télévision, annonçant que le Koweït était incorporé à l'Irak avec une pleine intégration administrative et sujet aux lois de Bagdad. L'opération, présentée comme libératrice, fut accompagnée d'une intervention directe dans toutes les infrastructures clés. Bureaux gouvernementaux, banques, entrepôts et raffineries furent repris par des unités spéciales, tandis qu'en parallèle, l'appareil propagandiste s'activait pour renforcer l'idée que l'Irak avait agi en légitime défense. Les déclarations officielles affirmaient que l'action répondait à des décennies de provocations et de pillages économiques perpétrés par l'élite koweïtienne, et la télévision d'État diffusa des images de supposés citoyens célébrant l'unification, bien que des sources externes mettaient en doute l'authenticité de ces scènes. Malgré cela, à l'intérieur de l'Irak, la narration était unanime et l'occupation se justifiait comme un acte de souveraineté. Dès le premier jour, Saddam refusa d'envisager toute formule de retrait.
Sa posture se durcit rapidement, et les ministres les plus proches appuyèrent la décision par un discours synchronisé. Dans de multiples forums arabes, l'Irak défendit son intervention comme faisant partie d'une cause nationaliste et anti-impérialiste, et malgré les critiques, le régime de Bagdad maintint sa position sans concession. Dans les semaines suivantes, la formation d'une coalition internationale commença. Sous la direction de Washington, plus de 30 pays s'alignèrent sur l'objectif déclaré de libérer le Koweït. Des troupes furent déployées en Arabie Saoudite et un blocus économique total fut établi contre l'Irak, tandis que Saddam redoublait sa rhétorique. Il affirma qu'il ne s'agissait pas d'un simple différend territorial, mais d'un conflit entre la volonté des peuples arabes et les intérêts de l'étranger. Et dans ses discours, il compara la situation à d'anciennes résistances au colonialisme, cherchant un parallélisme héroïque qui justifia sa permanence dans l'émirat occupé. À l'intérieur du pays, le discours officiel insistait sur le fait que l'Irak pouvait résister à tout type de pression. Des rassemblements de soutien aux leaders étaient célébrés et l'image d'unité nationale était renforcée, tandis que dans les écoles, les élèves étaient instruits sur la légitimité de l'intégration koweïtienne. Dans les rues, cependant, la pénurie commençait à devenir évidente, car les restrictions imposées par le blocus affectaient l'approvisionnement en biens essentiels, bien que la censure empêchait que ces lacunes se reflètent dans la presse. La narration dominante restait centrée sur la dignité nationale et la nécessité de résister à l'agression internationale. Pendant ce temps, Saddam tint plusieurs réunions avec des représentants de pays non alignés dans une tentative de briser l'encerclement diplomatique. Il émit également des lettres adressées à des leaders arabes appelant à l'unité régionale, bien qu'aucune de ces démarches n'altéra la posture de la coalition. Depuis la frontière saoudienne, les forces étrangères continuaient de se regrouper, tandis qu'à Bagdad, le contrôle sur la population se renforçait. Les détentions d'opposants s'intensifièrent et les discours officiels contre toute dissidence se durcirent, la machinerie de l'État étant concentrée sur la défense de la décision prise. Avec le passage des mois, les tensions atteignirent leur point culminant. Les échéances imposées par le Conseil de sécurité étaient atteintes sans résultat, et Saddam refusait de céder. L'occupation continuait tandis que des manœuvres militaires étaient menées pour consolider la présence irakienne sur le territoire conquis. Et la propagande insistait sur le fait que le peuple du Koweït était libéré du contrôle d'une monarchie corrompue. À chaque déclaration de condamnation internationale, il répondait par des accusations d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures. Selon sa vision, l'Irak était puni pour avoir élevé la voix contre les intérêts dominants. La logique du régime se refermait sur elle-même. Aucun retrait n'était envisagé et aucune légitimité n'était reconnue aux décisions prises en dehors de Bagdad. Saddam renforçait l'idée que toute concession serait une humiliation irréversible, et c'est ainsi qu'on entra dans une phase d'attente tendue avec tous les acteurs positionnés. Dans la capitale irakienne, des simulations de défense civile étaient ordonnées et des discours étaient préparés pour un éventuel affrontement. Le leader ne montrait aucun signe de changement et dans son cercle interne, peu osèrent remettre en question la stratégie. Les rapports qui parvenaient au palais conservaient un ton optimiste, même si les signes de l'isolement étaient évidents. Pour Saddam Hussein, le contrôle du Koweït n'était pas seulement une action militaire, mais une affirmation symbolique. Il se présentait comme restaurateur de la fierté arabe et comme un leader prêt à affronter n'importe quelle punition pour ne pas céder. Cette posture marqua les derniers temps d'une occupation qui avait commencé en quelques heures et qui allait bientôt faire face à un dénouement radical. Tempête de feu, la guerre du Golfe et l'humiliation de Bagdad. Au petit matin du 17 janvier 1991, les cieux de Bagdad ont été illuminés par un éclair qui ne provenait pas du soleil, mais des missiles de croisière qui glissaient à l'horizon, traversant en silence avant de frapper avec une précision millimétrique les structures sélectionnées par le Pentagone. L'opération Tempête du désert avait été lancée sans avertissement visible pour le haut commandement irakien, qui attendait toujours une offensive terrestre tardive ou une négociation de dernière minute. En revanche, ce qui s'est déchaîné fut une campagne aérienne systématique, calculée et létale, qui chercha dès la première minute à désorganiser les réseaux de commandement, à couper l'énergie de la capitale et à effondrer les capacités défensives du régime. Depuis leur bunker souterrain, Saddam Hussein et ses généraux ont entendu les explosions retentir en chaîne, laissant de vastes zones de Bagdad sans électricité avant que l'horloge ne marque 3 heures du matin.
Le déploiement de la technologie de guerre occidentale était écrasant. En à peine 48 heures, les États-Unis et leurs alliés avaient lancé plus de 2000 frappes aériennes, dirigées par des satellites et une surveillance électronique en temps réel. La force aérienne irakienne, décimée dès le début, n'a réussi à faire décoller qu'une fraction de ses appareils avant que les pistes ne soient inutilisables. Saddam n'a pas permis un retrait ordonné ni une relocalisation de ses unités aériennes, ce qui a entraîné la destruction de nombreuses d'entre elles au sol, sans même avoir décollé. Pendant ce temps, les équipes de renseignement américaines surveillaient chaque mouvement au sein de l'appareil militaire irakien, interceptant les communications, décodant les signaux et ajustant les objectifs selon le pouls de la résistance. La supériorité technologique était si manifeste que dans certaines zones, les défenses anti-aériennes irakiennes ne parvenaient même pas à détecter les projectiles avant qu'ils n'aient impacté. Au fur et à mesure que les jours passaient, les attaques se sont étendues aux raffineries, aux stations de radio, aux ponts stratégiques, aux centres de commandement et aux dépôts de munitions. L'idée n'était pas seulement de briser la machine militaire de l'Irak, mais de miner le moral de ses dirigeants et d'isoler complètement Saddam de ses troupes. Cependant, le leader irakien n'a montré aucun signe de reddition et est resté silencieux pendant les premiers jours, sans apparition publique, réfugié dans des lieux inconnus même de son cercle le plus proche. Ce n'est que lorsque les transmissions télévisées ont été rétablies dans certaines zones qu'il est brièvement réapparu dans des enregistrements où il se montrait calme et défiant les agresseurs, bien que l'impact psychologique soit déjà évident. Nombre de ses officiers avaient perdu le contact avec la chaîne de commandement. Les ordres arrivaient en retard ou n'arrivaient pas, et la coordination entre les divisions était pratiquement inexistante. Le général Schwarzkopf et son équipe, conscients qu'une invasion terrestre pourrait coûter de nombreuses vies, ont prolongé la phase aérienne le plus longtemps possible. Pendant plus d'un mois, la coalition a bombardé sans trêve plus de 1500 objectifs militaires, en plus d'autres infrastructures considérées comme essentielles pour la logistique irakienne. Les réserves de carburant, les centres de télécommunications, les ateliers de réparation et même les bunkers de munitions ont été réduits en décombres. L'intention était de laisser l'armée de Saddam sans réelle possibilité de manœuvre, une fois la phase terrestre amorcée. Ce rythme de destruction a engendré à Bagdad un mélange de panique, de déconnexion et de résignation. Les sirènes sonnaient constamment, mais la population ne savait plus si elle devait se réfugier ou continuer ses routines. L'approvisionnement en eau est devenu irrégulier, les hôpitaux ont commencé à s'effondrer et les marchés se sont vidés. Pendant ce temps, les analystes du Pentagone débattaient de la nécessité d'éliminer physiquement Saddam, ou s'il suffisait de détruire sa capacité de commandement. La réponse ne fut jamais unanime, mais en pratique, on évita de l'attaquer directement. Au lieu de cela, on a ciblé son réseau de sécurité et les centres de commandement qui garantissaient la continuité du régime. Les troupes irakiennes stationnées au Koweït, déconnectées de l'arrière-garde, commencèrent à subir les effets de l'isolement. Leurs lignes d'approvisionnement avaient été coupées, les communications brouillées et le commandement central ne donnaient pas d'instructions cohérentes, ce qui conduisit de nombreux soldats à déserter ou à se rendre avant le début de l'offensive terrestre. Au sein du cercle interne, le silence était de plus en plus lourd. Certains officiers commençaient à montrer des signes d'épuisement et de désarroi, mais personne n'osait remettre ouvertement en question les décisions de Saddam. Les rapports qui lui parvenaient étaient filtrés, minimisés, ou ignoraient simplement la détérioration réelle du front. Sa stratégie reposait sur l'espoir que la coalition n'irait pas au-delà des bombardements ou qu'une pression internationale arrêterait l'invasion totale. Cependant, lorsque les premières unités terrestres traversèrent la frontière en février, il n'y avait plus de marge d'erreur. En à peine 100 heures, les forces alliées détruisirent une grande partie des unités irakiennes au Koweït, récupérèrent le territoire et forcèrent le retrait des restes de l'armée. Les images de convois calcinés, de chars abandonnés et de soldats désorientés traversèrent les écrans du monde entier. Bien que le régime soit resté en place, sa permanence ne faisait pas partie des plans officiels de la coalition. Les forces alliées se retirèrent sans occuper la capitale ni modifier le commandement, bien que l'appareil défensif soit resté inopérant. La population avait été témoin direct de la destruction, tandis que l'État n'émettait aucune réponse. Les projectiles parcourèrent le ciel sans obstacle, et l'armée la plus redoutée de la région était vaincue sans offrir de résistance. L'image de Saddam était toujours présente, mais la perception de son pouvoir s'était évanouie.
L'impact du conflit ne détruisit pas seulement les structures visibles, il désarticula également le tissu quotidien de la capitale. Les rues furent marquées par les traces de l'attaque, les services furent interrompus et les bureaux de l'État cessèrent de fonctionner dans de vastes zones. En l'absence de gestion formelle, la population commença à s'organiser de manière improvisée pour couvrir les besoins fondamentaux. La défaillance opérationnelle fut évidente, mais le leadership ne fut pas altéré. Dans les secteurs les plus touchés, le sentiment général était à l'abandon, avec des signes minimaux de réponse institutionnelle. L'appareil de pouvoir était toujours présent, bien qu'immobile. L'effet psychologique de la guerre sur Saddam fut difficile à calibrer de l'extérieur. Certains rapports le montraient plus paranoïaque, d'autres plus déterminé, mais il est certain que, pendant des semaines, il évita de se montrer en public, se limitant à envoyer des messages enregistrés ou des communiqués écrits. Son cercle se réduisit encore davantage, ses mouvements devinrent erratiques et son obsession du contrôle s'intensifia. Personne ne pouvait entrer ou sortir sans autorisation directe et toute rumeur de trahison était suffisante pour déclencher des représailles. La ville, qui avait autrefois représenté la puissance du monde arabe, était désormais une capitale plongée dans l'obscurité, avec ses bâtiments bombardés et sa population brisée. Ce qui avait commencé comme une opération pour libérer le Koweït avait fini par devenir la plus grande humiliation subie par l'Irak depuis sa fondation moderne, une blessure ouverte que ni le silence forcé ni les discours ultérieurs ne parviendraient à refermer. Le dictateur assiégé, punition, faim et trahison interne. Après le retrait des forces étrangères, Saddam a repris le contrôle sans que des changements ne se produisent au sommet. L'armée avait perdu sa cohésion, l'appareil d'État fonctionnait de manière fragmentée et les traces des bombardements étaient encore visibles sur les principales voies. La structure qui soutenait le pouvoir n'a été ni remplacée ni modifiée et le chef du régime est réapparu sans montrer d'altération dans sa posture. À partir de ce moment-là, a commencé une phase marquée par des représailles, sans espace pour des réformes ni des gestes d'ouverture. Toute tentative de réconciliation a été écartée dès le début et la réponse a été immédiate. Répression généralisée comme méthode de réaffirmation. Dans les provinces du Sud, où la population chiite avait commencé à se soulever, l'armée a répondu par une offensive systématique. Les villes qui montraient des signes de rébellion ont été encerclées et bombardées sans distinction. À Bassora, les chars ont tiré sur des quartiers entiers, tandis que les troupes arrêtaient ceux qui tentèrent de fuir. Les mosquées ont été occupées, les clercs arrêtés et les jeunes désignés comme agitateurs ont été exécutés sommairement. Les morgues ne suffisaient pas à contenir les corps et les autorités locales recevaient des instructions précises de dissimuler les chiffres réels. Dans des lieux comme Kerbala ou Nadjaf, les destructions incluaient des sites sacrés, mais même cela n'a pas arrêté les généraux envoyés de Bagdad. La répression s'est maintenue pendant des semaines jusqu'à ce que les foyers d'insurrection s'éteignent complètement. En parallèle, les sanctions imposées par les Nations Unies ont commencé à paralyser l'économie. Le commerce extérieur a été bloqué, les importations limitées et le système financier est resté isolé. Le dinar s'est effondré en quelques mois et le salaire moyen a cessé de couvrir même une petite partie des besoins fondamentaux. L'approvisionnement en médicaments est devenu instable et les pharmacies vendèrent des emballages vides juste pour maintenir la façade. Les maladies qui se traitaient auparavant facilement ont commencé à se propager et dans les hôpitaux, les docteurs improvisaient avec le peu qui restait. Dans les quartiers les plus pauvres de Bagdad, la malnutrition infantile est devenue habituelle, mais aucun canal ne pouvait le montrer. Les images de la souffrance étaient censurées et toute mention de la pénurie était punie comme trahison. Tandis que la population parvenait à peine à subsister avec ce qui arrivait, le régime intensifiait son contrôle sans pause visible. La surveillance s'étendait dans les rues, les bureaux et les habitations, avec des réseaux qui ne cherchèrent plus l'information, mais l'obéissance active. Il ne suffisait pas de ne pas parler, il fallait démontrer une adhésion sans faille. Les déplacements étaient restreints, les appels téléphoniques surveillés, et les rencontres entre voisins se réduisaient à des échanges brefs sous l'ombre de la suspicion. La figure du chef de l'État dominait chaque geste institutionnel, non seulement comme image imposée, mais comme noyau obligatoire de tout ce qui se disait ou se faisait en public. Les mots étaient répétés sans emphase, les actes officiels suivaient un scénario fermé, et toute hésitation minime suffisait à activer des conséquences.
La défaite n'avait pas affaibli le régime, elle l'avait rendu plus fermé, plus obsessionnel et plus déterminé à se maintenir avec ce qu'il pouvait encore contrôler. Les tentatives internationales pour alléger la crise humanitaire échouèrent face à la rigidité du régime. Le programme Pétrole contre nourriture fut approuvé sous des conditions strictes, mais son exécution fut contrôlée depuis les bureaux du pouvoir central. Les distributions étaient sélectives, les zones loyales recevaient plus de fournitures, les régions suspectes étaient punies par des rations réduites. Une partie des fonds était détournée vers des comptes contrôlés par la direction, le pétrole était échangé contre des biens, mais aussi contre des faveurs. Les réseaux commerciaux clandestins se renforcèrent et les intermédiaires proches de la famille présidentielle profitèrent du système pour s'enrichir. Tandis que les files d'attente dans les centres de distribution s'allongeaient, les files de Saddam organisaient des fêtes privées avec des produits importés illégalement. La figure du dictateur demeura omniprésente. Malgré l'isolement international, il organisait des événements publics pour se montrer ferme et sûr de lui. Lors des actes officiels, il apparaissait entouré d'officiers et de fonctionnaires, bien que beaucoup d'entre eux ne croyèrent plus à la stabilité du système et que les loyautés étaient devenues fragiles. En privé, certains membres du cercle restreint commencèrent à exprimer des réserves, mais il n'y eut pas de rupture visible. Saddam continuait à utiliser la peur comme outil principal. Les cas de hauts fonctionnaires arrêtés pour des soupçons vagues augmentèrent. Certains furent exécutés sans procès, d'autres envoyés dans des prisons secrètes, et même des membres de sa famille élargie commencèrent à craindre pour leur sécurité. L'un des cas les plus notoires fut celui de Hussein Kamel, gendre du président et figure éminente du complexe militaro-industriel. En 1995, il s'enfuit en Jordanie avec son frère, et tous deux proposèrent de collaborer avec des organismes internationaux en révélant des détails sur le programme d'armement caché. L'impact fut immédiat, et Saddam resta silencieux pendant plusieurs jours. Lorsqu'il réagit finalement, il le fit avec une stratégie ambiguë, car il prétendit publiquement que la trahison ne l'avait pas affecté, et déclara que les déserteurs étaient libres de revenir s'ils le souhaitaient. Des mois plus tard, lorsque les frères Kamel revinrent en se fiant aux promesses, ils furent assassinés dans une embuscade organisée par des membres de leur propre tribu, et le message fut clair. Aucune déloyauté, aussi proche soit-elle, ne resterait impunie. La tension au sein de la structure militaire augmenta également. Certains généraux qui avaient été clés durant les années 80 furent déplacés ou dégradés, et la confiance ne reposait plus sur le mérite, mais sur l'obéissance. Des figures jeunes furent promues, beaucoup sans expérience réelle, mais avec des liens familiaux ou personnels avec les chefs des services de renseignement. Les décisions stratégiques étaient prises en fonction du contrôle politique, non de l'efficacité. Le ministère de la Défense fut subordonné aux organismes de sécurité. Les chaînes de commandement se fragmentèrent et les unités les plus compétentes furent placées près de Bagdad, non pas pour protéger le pays mais pour préserver le régime. Dans le nord, la situation n'était pas moins complexe. La région kurde avait obtenu une autonomie de facto après la guerre, protégée par une zone d'exclusion aérienne, et les autorités centrales ne parvenèrent pas à imposer leur domination. Le vide fut exploité par des partis locaux, mais aussi par des acteurs externes, et Saddam répondit par l'isolement. Les Kurdes furent exclus des programmes officiels, et toute tentative de communication était canalisée par des émissaires non officiels. La division du pays se consolidait bien que dans les discours, il fut répété que l'unité nationale était garantie. Le contrôle territorial se réduisit, mais le contrôle sur les zones encore dominées devint plus oppressif. Les mesures de surveillance se sont multipliées sans pause. Les systèmes de surveillance dans les zones sensibles ont été renforcés. Les archives de contrôle interne ont été étendues et de nouvelles fonctions ont été attribuées aux bureaux chargés de superviser le comportement civil et militaire. Chaque décision passait par un filtre hiérarchique et l'initiative locale a été remplacée par l'exécution mécanique d'ordres centraux. L'appareil de pouvoir ne déléguait ni ne corrigeait plus. Il observait et sanctionnait seulement. Malgré la détérioration économique, Saddam n'a pas réduit ses dépenses en sécurité. Les constructions de palais, de refuges et de systèmes de surveillance ont continué. À Bagdad, de nouveaux sièges administratifs ont été érigés, beaucoup étant vides ou sans fonction claire. Dans le désert, des résidences privées ont été construites, éloignées de la portée des espions ou des drones. Les complexes de détention ont été agrandis et de nouvelles méthodes d'interrogatoire ont été conçues.
Certains rapports signalaient l'utilisation de caméras cachées dans les bureaux gouvernementaux et les dortoirs des officiers, bien que cela n'ait jamais été confirmé officiellement. La paranoïa était institutionnelle, et personne ne savait qui observait qui. Le système ne se maintenait pas par son efficacité, mais par la peur constante. Sur le plan diplomatique, le régime a tenté de rompre l'isolement par des contacts discrets avec des gouvernements et des entreprises étrangères. Certaines délégations commerciales ont visité Bagdad en secret et des contrats pétroliers futurs ont été offerts en échange de soutien au Conseil de sécurité. Cependant, les sanctions restaient en vigueur et les efforts ne parvenaient pas à modifier l'image internationale. Lors des sommets régionaux, la présence de l'Irak était symbolique. Les alliés historiques du passé gardaient leur distance et le discours officiel parlait de conspiration, d'ennemis infiltrés, de traîtres internes et de trahison mondiale, mais rien de tout cela ne parvenait à inverser l'isolement croissant. Bagdad s'effondre, l'invasion finale et la chute totale. Les premières colonnes blindées ont traversé la frontière depuis le Koweït dans l'obscurité la plus totale, escortées par des véhicules de reconnaissance et des hélicoptères qui éclairaient le terrain toutes les quelques minutes. La poussière soulevée par les chars rendait la visibilité difficile, mais l'avance ne s'est pas arrêtée. Le long de la route vers Bagdad, les troupes américaines ont rencontré des obstacles dispersés. Quelques puits de pétrole en flammes, des positions défensives improvisées et des tirs d'artillerie imprécis. La résistance initiale était inégale, parfois inexistante, d'autres fois féroce et localisée. Sur certains tronçons, les défenseurs semblaient mal coordonnés, avec des ordres contradictoires et des chaînes de commandement fracturées. Au fur et à mesure que les unités avançaient, elles traversaient des villes intermédiaires sans qu'il soit nécessaire de mener des combats prolongés. Les forces irakiennes se dissolvaient ou reculaient avant le contact direct, et la stratégie défensive du régime montrait des failles visibles. La garde républicaine restait postée dans des zones clés, mais ne parvenait pas à articuler une défense cohérente du territoire national. Les attaques aériennes précédentes avaient endommagé des infrastructures critiques, affectant la logistique du commandement militaire. Malgré cela, il y a eu des points de friction aux abords de l'Euphrate, où des affrontements brefs mais intenses ont eu lieu avec des unités retranchées. Il ne s'agissait pas d'une défense coordonnée, mais d'actes désespérés pour ralentir l'avancée. À la périphérie de Bagdad, les ponts étaient surveillés par des escadrons réduits. Certains ont été détruits avant d'être pris, d'autres sont restés intacts en raison de défaillances de détonation ou de reddition soudaine. L'entrée dans la ville a été précédée par un bombardement de précision sur les centres de commandement et de communication. Pendant des jours, la capitale a vibré au son des explosions contrôlées. Les nuits s'éclairaient des éclairs des missiles guidés et le bruit des drones survolant le centre urbain est devenu constant. Les rues, sans trafic civil, étaient patrouillées par des miliciens mal armés et l'ordre s'était désintégré sans préavis. L'irruption terrestre à Bagdad n'a pas été précédée par une bataille conventionnelle. Les unités de reconnaissance ont pénétré les zones périphériques sans opposition directe et les blindés ont pris des positions clés comme des carrefours routiers, des installations ministérielles et des complexes résidentiels du régime. Dans les zones les plus symboliques du pouvoir, les défenses étaient rares ou inexistantes. Le système s'effondrait de l'intérieur, les postes de contrôle se sont vidés, les uniformes militaires sont apparus abandonnés sur les trottoirs et les bureaux de sécurité ont été pillés avant d'être attaqués. La chaîne de commandement s'est évaporée en l'espace de quelques heures. Dans les quartiers résidentiels, la population restait immobile derrière les rideaux ou évitait de se montrer. La ville se désintégrait par étapes sans signe de réponse articulée. Les premiers pillages ont éclaté après le retrait des fonctionnaires. Les postes de police sont tombés aux mains de la foule, les ministères brûlaient et les hôpitaux s'effondraient. À certains endroits, les habitants ont érigé des barrières improvisées avec ce qu'ils avaient sous la main, non pas pour affronter qui que ce soit, mais pour protéger leurs biens. Les rues se sont couvertes d'objets abandonnés et de restes calcinés de documents officiels. Le signal de la chaîne officielle a été coupé sans préavis. Les dernières images transmises étaient des messages déjà enregistrés et personne n'est apparu pour prendre le contrôle du discours public. La désorganisation s'est étendue à des quartiers entiers sans qu'une structure capable de la contenir n'émerge. Le réseau électrique a cessé de fonctionner et seuls quelques hôtels, alimentés par des générateurs privés, offraient un abri aux étrangers qui n'avaient pas pu partir.
Les délégations diplomatiques fermaient rapidement, tandis que les établissements bancaires étaient envahis par des groupes à la recherche d'argent liquide. Le transport interne, les communications et toute forme d'activité administrative ont été paralysées sans coordination. En moins de 7 jours, Bagdad a cessé de fonctionner comme capitale active et visible. Au milieu de ce vide, des rumeurs ont commencé à circuler concernant le départ de Saddam. Certains affirmaient l'avoir vu dans des convois se dirigeant vers le nord, d'autres parlaient de tunnels souterrains ou d'hélicoptères qui avaient décollé à l'aube, mais personne n'offrait de confirmation. Le leadership du parti a disparu de l'espace public sans laisser d'instructions visibles. Les statues du président ont été renversées avec des outils improvisés devant des caméras qui enregistrèrent la scène pour des chaînes internationales. Les bureaux du parti Baas ont été pillés par leurs propres voisins. Les photographies officielles ont disparu des murs et le portrait du chef suprême, présent pendant des décennies à chaque coin de rue, est devenu un déchet sans valeur. Dans les complexes gouvernementaux, les couloirs sont restés vides. Dans les sous-sols, on a trouvé des documents déchiquetés, des archives encore en flammes et des enregistreurs couverts de poussière. Les résidences officielles étaient inhabitées. Dans certaines, on a trouvé des costumes encore accrochés, de la vaisselle intacte et des téléphones qui continuaient de recevoir des appels auxquels personne ne répondait. Les piscines étaient remplies de décombres et les jardins se flétrissaient sous le soleil, sans jardinier ni surveillance. L'appareil de pouvoir, qui avait fonctionné comme une machinerie rigide pendant des décennies, s'est décomposé sans montrer de signes de résistance interne organisée. Le dispositif de contrôle urbain s'est évaporé. Les forces de sécurité civile ont abandonné leurs postes. Les armes ont été laissées ou revendues sur des marchés improvisés, et certains commissariats ont été convertis en entrepôts de pillards. Les prisons sont restées sans gardien, libérant des centaines de détenus ordinaires. Dans les jours suivants, des bandes armées ont commencé à patrouiller des secteurs entiers et il n'y avait aucune autorité visible. La population s'est organisée en cellules d'autoprotection, installant des barrages avec des meubles, des tas de pierres ou des véhicules abandonnés. La violence domestique a augmenté, les hôpitaux étaient débordés et les ambulances ont été réquisitionnées par des groupes armés qui imposaient leurs propres règles. La prise de Bagdad n'a pas été un affrontement, ce fut un évanouissement. Les unités du régime se sont retirées sans donner d'explication. Les bâtiments sont restés vides avant que quelqu'un ne les occupe, et les bureaux centraux ont cessé d'émettre des ordres. La ville, sans défense ni gestion, a commencé à se fragmenter de l'intérieur. Les centres éducatifs ont fermé sans préavis. Les universités sont restées ouvertes au pillage, et les archives publiques ont disparu sans résistance. Dans les musées et les bibliothèques, il n'y avait plus de personnel, et ce qui n'a pas été volé a fini par être détruit. Pendant ce temps, les forces américaines prenaient position aux accès principaux sans interférer avec le chaos qui se répandait dans les quartiers. Elles patrouillaient des zones clés, installèrent des barrages et observaient l'effondrement institutionnel sans intervenir dans les litiges locaux. La capitale restait debout, mais ne répondait pas. Il n'y avait pas de voix officielle, ni d'instructions, ni de signes de continuité. Personne n'organisait rien. Le régime s'est décomposé sans préavis, et ce qu'il en restait était une ville à l'arrêt, déconnectée d'elle-même et sans autorité capable d'assumer ce qui avait été exposé. Le dernier prisonnier, entre la cage, les soldats et le silence final. Pendant des mois, les traces menant au lieu où se trouvait Saddam Hussein semblèrent s'estomper entre des déserts interminables, des villages scellés par la peur et des couloirs que seuls ses gardes du corps les plus fidèles connaissaient. Lorsqu'il fut finalement retrouvé, il ne se trouvait pas entre des murs opulents ni sous une protection militaire formelle, mais à l'intérieur d'un trou creusé sous terre auquel on accédait en soulevant une dalle de ciment à côté d'une cabane vide. L'accès à cette cachette exigeait de se baisser parmi les câbles, la poussière et le silence absolu. L'homme qui avait dirigé un pays pendant des décennies fut capturé sans résistance, désorienté et avec une barbe qui couvrait la moitié de son visage. Il n'y eut ni discours ni menace, seulement un regard terne chargé de passé. Après son arrestation, il ne fut pas emmené dans une prison commune, ni dans un centre judiciaire immédiat. Il fut logé dans un complexe spécial préparé exclusivement pour son confinement. C'était une cellule spacieuse selon les normes militaires, avec un matelas simple, une chaise métallique et une lampe qui restait allumée jour et nuit. Les murs, sans ornement, n'offraient aucune distraction.
L'ancien dirigeant mangeait seul sous surveillance et était supervisé par un petit groupe de soldats américains tournés stratégiquement pour empêcher tout lien émotionnel ou habitude partagée. La distance était un impératif, bien que la routine constante ait progressivement érodé les barrières imposées. Chaque matin, il se réveillait tôt, se lavait avec un seau d'eau et de savon rationné et marchait en cercle dans l'espace autorisé. Parfois, on lui offrait une copie du Coran, d'autres fois du papier pour écrire. Ces notes étaient révisées avant d'être retirées, beaucoup sans qu'on sache si elles avaient été envoyées ou archivées. Le ton était toujours neutre, sans exigence ni supplication, et la surveillance restait intacte. Les caméras enregistraient chaque mouvement, les microphones captaient chaque son, et tout contact avec l'extérieur devait passer par de multiples filtres. Les soldats qui se relayaient pour le garder étaient jeunes, beaucoup d'entre eux sans expérience préalable, avec des figures historiques ou politiques. Tous ne savaient pas comment agir face à lui. Certains le traitaient comme n'importe quel détenu. D'autres maintenaient une posture tendue mais respectueuse. Il ne fut jamais frappé ni agressé, mais il ne reçut aucun privilège non plus. C'était un prisonnier sous garde directe, sans uniforme ni charge visible, sans statut officiel. La cellule était maintenue propre. L'air conditionné fonctionnait sans interruption et les aliments étaient simples mais réguliers. Pendant le jour, le silence était presque absolu. Il ne lui était pas permis d'interagir avec d'autres prisonniers, ni de se déplacer librement en dehors de son espace assigné. Parfois, il regardait par la petite fente de ventilation comme s'il tentait d'identifier un signe du monde extérieur. D'autres fois, il restait assis, immobile, pendant des heures. Et ce mutisme ne se brisait que lorsque la ronde médicale arrivait ou que les protocoles de sécurité étaient mis à jour. Le langage corporel du détenu changea avec le temps. Au début, il se montrait rigide et méfiant. Avec les jours, sa posture devint plus détendue, bien que sans tomber dans les familiarités. L'endroit où il était détenu n'était pas un centre pénitentiaire usuel. Il avait été installé à l'intérieur d'une base militaire, entouré de murs doubles et de patrouilles continues. Le personnel autorisé était limité et tous les accès nécessitaient des autorisations multiples. Même ses affaires minimales, une tenue de rechange, une couverture, une brosse à dents sans manche, étaient comptabilisées quotidiennement. Il n'existait aucun espace pour les erreurs. Toute conversation qu'il engageait avec les soldats était brève, contenue, centrée sur des aspects logistiques. Il demandait l'heure, demandait du papier ou commentait le temps, mais ne mentionnait jamais le passé. Pendant les nuits, la surveillance était renforcée. La lumière restait allumée et le bruit du générateur créait une atmosphère dense. Parfois, il parlait seul à voix basse, répétant des phrases en arabe qui n'étaient pas toujours comprises. D'autres fois, il récitait des versets religieux. Il ne montrait aucun signe évident de détérioration émotionnelle, ni n'exprimait de regret. Il maintenait seulement une routine qui se répétait sans variation, dormait peu et mangeait lentement, et les changements de garde marquaient le rythme de ses journées. Les soldats les plus vétérans remarquèrent que, malgré l'environnement, il conservait certaines habitudes de dignité personnelle. Il se peignait avec soin, pliait ses vêtements avec précision et évitait de montrer de la faiblesse. Même sous le regard constant de ses gardiens, il conservait une posture droite et un ton ferme. Il ne demandait pas d'explications et ne montrait pas d'anxiété. Il semblait comprendre que l'étape qu'il vivait était hors de son contrôle. Sa vie était limitée à une chambre, un horaire, et au regard de jeunes qui n'avaient pas connu son époque de pouvoir. Les décisions concernant son traitement étaient prises par un petit cercle de hauts gradés. Les conditions de son enfermement, les rapports de comportement et les mesures de sécurité étaient périodiquement révisés. L'objectif n'était ni de punir ni de provoquer, mais de maintenir une neutralité contrôlée. Il ne lui était pas accordé de visite. Il ne lui était pas permis de faire des déclarations publiques ni d'envoyer des messages politiques. Il était officiellement un détenu en garde à vue, mais en pratique, il était un symbole enfermé dans un silence millimétriquement administré. Au fil des semaines, les soldats ont été relevés, les conditions ont été légèrement ajustées, mais l'essence de l'enfermement est restée intacte. La figure qui avait jadis gouverné d'une main ferme, qui avait dominé les tribunes, les médias et les armées, marchait désormais en cercle dans une chambre sans fenêtre, où le temps ne se mesurait pas en discours ni en décisions, mais en plateau de nourriture, en ronde de surveillance et en cahiers remplis de phrases que personne ne lisait. Ce qui restait de Saddam Hussein, ce n'était pas des ordres, ni des armes, ni des partisans,
C'était une présence confinée, suspendue entre l'histoire et le jugement qui n'arrivait toujours pas. Le dernier jour, le 30 décembre, encore à l'aube, le véhicule blindé qui transportait Saddam Hussein s'est arrêté devant un bloc de béton dans le complexe de Kadhimiya, où des agents du gouvernement irakien vêtus de civils ont pris le contrôle de la garde et ont remis l'ordre légal à l'officier en charge qui, après avoir examiné la documentation, a permis l'entrée dans l'enceinte. Dans une autre salle attendaient des témoins désignés, parmi eux un juge, des médecins légistes et des fonctionnaires du ministère de la Justice préparés à certifier chaque étape du processus. Dans une pièce voisine, 3 hommes encapuchés attendaient en silence avec la tâche assignée, sans montrer leur visage ni prononcer un mot. Saddam a été conduit par un couloir étroit jusqu'à la plateforme en bois installée sur une base de ciment, avec une trappe rectangulaire au centre, sur le côté une échelle métallique et à gauche la balustrade qui soutenait le mécanisme. 2 gardes l'ont tenu par les bras et l'ont fait monter pendant qu'un autre préparait la corde. Le condamné est monté d'un pas ferme, sans résistance, et le regard fixé vers l'avant. Une fois placé en position, un des hommes encapuchés a ajusté le nœud autour de son cou, un autre a vérifié la longueur pour assurer la chute immédiate, et un fonctionnaire a lu à voix haute le procès-verbal d'exécution avec son nom et l'ordre signé par l'autorité judiciaire, après quoi le médecin s'est approché, a pris le pouls, a vérifié les constantes et a donné le signal de continuer. Les personnes présentes ont occupé leur poste. Le responsable a tourné le levier d'acier, la trappe s'est ouverte et le corps est descendu d'un coup. La corde s'est tendue immédiatement et il n'y a eu aucun mouvement. Le médecin est descendu par l'escalier auxiliaire, a observé le visage, a appliqué des tests cliniques et a confirmé l'absence totale de signes vitaux. Avec cette certification, une équipe a démonté la corde, a placé le corps sur une civière métallique et l'a couvert d'un drap blanc, le transportant par le même couloir jusqu'à la salle destinée à la révision post-mortem, où les légistes ont prélevé des échantillons, ont enregistré des photographies officielles, ont rédigé la cause en termes techniques et ont noté avec précision l'heure du décès, clôturant le procès verbal avec les signatures obligatoires de chaque responsable. Dehors, une caravane attendait des instructions. 2 véhicules se sont approchés de l'entrée et le corps a été chargé sans délai dans l'un d'eux, tandis qu'un fonctionnaire du ministère portait les documents sur le siège arrière. Le convoi a avancé sans interruption, passant par plusieurs postes de contrôle qui vérifiaient l'identité et l'itinéraire, jusqu'à arriver au point convenu précédemment où des représentants tribaux ont reçu le corps sous stricte supervision, ont signé le reçu officiel et ont accepté les conditions imposées. L'enterrement devait être immédiat et discret, sans cérémonie. Dans un espace isolé, la fosse a été creusée sous surveillance, le cercueil a été déposé sans marqueur visible, et seul un groupe réduit de témoins a assisté à la fermeture, sans discours, sans presse et sans accès externe. En parallèle, au sein des bureaux gouvernementaux, un rapport a été rédigé avec le détail chronologique de la procédure, de la remise à la sépulture, qui a été archivé de manière confidentielle au ministère de l'Intérieur. La structure utilisée pour l'exécution a été démontée, les pièces transférées dans un entrepôt sans identification, la salle a été fermée, et le jour suivant, les marques ont été couvertes avec du ciment frais et de la peinture, le site étant scellé et l'accès interdit par ordre officiel. Le même jour, les médias locaux ont diffusé la confirmation officielle dans un communiqué bref, tandis que des images divulguées de basse qualité circulaient sans autorisation. À l'étranger, des réactions limitées ont été émises, avec de courts communiqués diplomatiques sans hommage ni déclarations étendues. En Irak, dans certaines villes, il y a eu des célébrations spontanées, dans d'autres, le silence a prévalu, et dans les zones avec des sympathies résiduelles pour l'ancien régime, la sécurité a été renforcée par crainte de troubles. Les organismes de presse nationaux ont reçu l'instruction de modifier la programmation à partir du lendemain, les écoles et les bureaux publics ont poursuivi leur routine et les autorités n'ont pas offert de nouvelles déclarations. Dans les archives internes, le dossier complet a été scellé avec une date et un code confidentiel, sous garde restreinte et sans possibilité de consultation externe. Les enregistrements sont restés sous le contrôle des services de renseignement nationaux. La corde utilisée a été détruite et la trappe scellée définitivement. Le lieu où cela s'est produit a été peint et fermé, sans plaque ni signe pour le commémorer. Au fil des semaines, des versions contradictoires ont circulé, mais le gouvernement a évité de répondre, et lorsqu'on interrogeait les porte-paroles lors de forums internationaux,
Il répétait la même formule. La procédure a été menée dans le cadre légal et est close. L'exécution de Saddam Hussein a marqué la fin d'un cycle de violence qui avait façonné l'Irak pendant des décennies. Elle a été présentée comme une justice pour ceux qui avaient souffert de ses ordres, mais en réalité, elle n'a pas apaisé les blessures ni effacé la trace de douleur qu'il a laissée derrière lui. Cette mort, loin d'être horrible en tout point, fut rapide et contrôlée. Cette conception de la peine a été utilisée pour simuler la force, bien qu'en comparaison avec ce qu'il a imposé à des milliers de familles et de personnes confrontées à l'impossible, elle s'est avérée être une fin brève. Elle n'a pas équilibré l'ampleur de ses crimes, ni ramené le calme à ceux qui avaient porté le poids de la terreur. Même avec sa chute, la souffrance a continué, entretenue par des années de guerre, de faim et de répression. L'image du dictateur renversé n'a pas suffi à clore l'histoire d'un pays déchiré.